Egunon deneri eta ongi etorri Eusko Eguna untarata. Gaur eta urtean Euskoaren 10 urteak ospatzen ditugu eta kari hortarat nahi ginuen Euskoaren inguruan sorasaldi hau, mintzaldi hau antolatu. Hemen ene inguruan diren 3 ikerlariek bakotsak bere arlotik aurkezteko Euskoaren inguruan egin duten lana eta zertan diren lan hortan eta pixka bat ze ondorio ateratzen duten egin duten ikerketaz. Gehienetan Euskoaz mintzatzen girenak gira proiektuan berak ari girenak eta gaur egun edo gaurko interesgarriago iduritzen zaigun hitza emaitea orduan ikerlari horiei. Hasiko gira segidan, bakotsak aurkeztuko du eginen du bere aurkezpena eta gero bukaeran tarte bat ukanen dugu, galderak barima dituzue, tartetxo bat ukanen dugu hortarako, baina lehenik demora utziko diegu aurkezpen bat egin dezaten bakotsak. Nire ezkerrean den Julien Milanezirekin hasiko gira, aipatuko dauku Euskoa eta Euskoaren inguruan den ekosistema aipatuko ditu, horiek landu baititu, eta utziko dut bera zehazkiago aurkezterat bere burua, eta bai zuri hitza. Je commence. Alors attends, je vais éteindre ça. Merci beaucoup, Shebash. Merci à vous d'être présents et merci à Euskal Moneta de nous avoir invités pour venir présenter notre travail ici. Donc comme tu me demandais, je vais me présenter, je vais regarder l'heure pour être sûr que je ne suis pas trop bavard, 10h10. Alors moi je suis socio-économiste à l'université de Toulouse 3 et je suis dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le CERTOP, comme c'est marqué dans mon dos. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Si. C'est parce que je vais vous projeter quelques diapos. Donc, moi, voilà, je fais partie de ces chercheurs qui s'intéressent à l'EUSCO, qui a développé pas mal d'intérêts scientifiques ces dernières années, de la part des gens qui s'intéressent à ces objets, ces alternatives monétaires, comme les monnaies locales. Parce que, comme vous le savez peut-être, l'EUSCO est aujourd'hui la première monnaie locale en Europe. Donc déjà, ce fait-là nous intéresse, savoir. Mais surtout, au-delà du fait que ça soit la première, c'est une monnaie qui a, on pourrait dire, explosé un petit peu tous les plafonds de distribution de monnaie locale qui existaient. Et ça, évidemment, ça interroge. Savoir pourquoi cette monnaie locale est arrivée à ce niveau-là, pourquoi elle se diffuse autant alors que sur d'autres territoires, ça marche beaucoup moins. Donc, voilà, ça nous interpelle et donc on est plusieurs chercheurs à essayer de travailler, essayer de comprendre ce fait social-là qui raconte plein de choses par ailleurs sur notre relation à la monnaie, à l'économie, sur plein de choses intéressantes. Donc, dans la recherche, il y a toujours un peu de division du travail. On essaye de ne pas se marcher dessus trop, en travaillant en complémentarité. On a déjà fait plusieurs conférences ensemble avec Mathilde et Oriane, une en tout cas où on était tous les trois. Donc on discute régulièrement de notre travail et l'idée c'est qu'on ne soit pas exactement sur les mêmes choses. Et moi, depuis que je travaille sur ce sujet de recherche, j'ai essayé, comme le disait Shebash, de travailler sur ce que j'appelais, à défaut d'autres termes, je suis toujours un peu hésitant là-dessus, mais on va le garder pour moi aujourd'hui, sur l'écosystème qu'il y a autour de l'EUSCO. Alors un écosystème économique, social, politique, qui est un ensemble d'organisations en fait dans lequel est né l'EUSCO. Moi, mon idée initiale, c'est de voir en quoi cet ensemble d'organisations dans lequel est né l'EUSCO, dans lequel évolue l'EUSCO, explique en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, son succès, son fonctionnement, sa diffusion. Donc moi, mon entrée, c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est ça. C'est d'abord essayer de vous détailler un petit peu cet écosystème, quel est-il, quelles sont les organisations, quels sont les liens qu'elles ont entre elles, et puis après de dire voilà en quoi ça, finalement, ça peut venir aider une monnaie locale à se diffuser. Donc, je commence par une approche historique. Alors je pense que vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit derrière, les petits... Ouais, mais c'est pas très grave, je vais vous expliquer. Cette première diapo, elle a pour objectif de montrer que l'EUSCO s'inscrit dans une histoire
une histoire longue, d'alternatives, on pourrait dire, qui sont développées sur ce territoire ici, du Pays Basque Nord, qui commencent, on peut dire, dans les années 70, autour de la création de coopératives. C'est ce que j'ai appelé le monde industriel, que vous voyez sur la colonne de gauche en gris. Autour de structures comme la structure centrale au début des années 80, qui existe toujours, c'est Ericoa, que vous connaissez peut-être, la structure de finance solidaire. Et puis Emen, qui est plus la tête de réseau de ce qu'on appelle une économie sociale, et puis des coopératives qui naissent à ce moment-là, qui existent pour certaines encore, comme Alki, par exemple, ou Loreki, qui naît un petit peu plus tard dans les années 80. Donc ça, c'est un premier monde que j'appelais le monde coopératif, puisqu'il est constitué essentiellement de SCOP, pour la plupart, donc de sociétés coopératives. Ensuite, il y a un monde agricole qui, lui, va se développer un peu plus tard, dans les années 80, sous l'impulsion du syndicat agricole ELB, qui se crée au début des années 80 et qui va articuler dans son action deux types de modes d'action, à la fois une action syndicale propre, on pourrait dire, à l'activité syndicale, c'est-à-dire de revendication, de défense des droits des paysans, mais par ailleurs de développement d'alternatives également, et de structures, surtout d'aide, d'accompagnement aux paysans du territoire. La première étant, alors on peut dire c'est le GFAM, même l'UOLURA, c'est-à-dire c'est une structure qui travaille sur la question des terres agricoles, puis à la FOG, qui est une structure qui aide à la gestion, et puis toute une série de structures comme ça qui se créent jusqu'à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un peu le bateau amiral, on va dire, de ce monde-là, qui est EHLG, donc la Chambre d'agriculture alternative, qui se crée au milieu des années 2000. Tous les liens que vous voyez là, mal, ce sont des liens de fondation entre structures. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est que dans ces mondes, et même entre les mondes, les organisations cèdent les unes les autres, cèdent certains. ELB, par exemple, est à l'origine, on le voit ici, il y a plein de flèches qui partent de ELB, est à l'origine de la création de très nombreuses structures sur le territoire qui évoluent dans le monde agricole. Et puis on a un troisième monde qui naît plus dans les années 90-2000, que j'ai appelé le monde de climat, et dont la structure centrale est l'organisation BICI. BICI qui, donc là on a une association altermondialiste, écologiste, qui, si mon diaporama s'en va, non, ça y est, il est revenu, qui, pareil, comme ELB, en fait, va à la fois développer des stratégies de revendication, de lutte sur les questions d'écologie, pour beaucoup, mais également travailler au développement d'alternatives et accompagner des développements des alternatives, voire initier des alternatives sur le territoire. Et le SCO, en fait, est une création, en fait, issue d'un groupe de travail de BICI, qui, suite à une rencontre qu'ils avaient fait dans le Lot-et-Garonne, où ils ont vu l'abeille, qui est une des premières monnaies locales en France, se sont dit, tiens, ça serait une bonne idée de faire ça au Pays Basque. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'ESCO. Donc, le SCO, hop, vous le voyez ici, Euskal Moneta naît dans cette histoire-là, qui se tisse de très nombreux liens entre ces trois mondes, et donc, voilà, est prise dans l'organisation et l'association fait partie de ce monde-là, ne serait-ce que par genèse historique. Et puis Euskal Moneta va participer derrière elle-même à la création de nouvelles organisations. On voit Energia, notamment la coopérative qui travaille sur l'électricité, la fourniture d'électricité, dont Euskal Moneta est co-fondatrice, qui se crée un peu plus tard au milieu des années 2010. Donc ces organisations, en fait, je les ai réunies autour de ce que j'ai appelé un écosystème, où j'ai défini plusieurs critères qui permettent de cerner en fait cet écosystème, c'est-à-dire ce réseau de structures. Je ne vais pas vous détailler, je pourrais le détailler si vous voulez dans les questions tout à l'heure, voir quels sont les liens. En tout cas, c'est des liens pour la plupart de créations historiques qui apparaissent ici, où on voit qu'il y a 30 organisations en fait qui apparaissent, qui sortent de cet écosystème. Alors, selon la façon dont on définit les liens, évidemment, le périmètre va être plus ou moins large. Là, c'est ce que j'appelle moi le noyau, en fonction de certains critères très stricts que j'ai déterminés. On aboutit à 30 organisations. De ces trois mondes qui, vous voyez, sont liés par des liens de création. Ça fait 30 organisations, c'est à peu près 500 emplois, avec la particularité que l'entreprise Socoa, Andai, que vous connaissez peut-être, réunit la moitié des emplois en fait, de cet écosystème. 1000 fermes.
Et sur les adhérents, c'est une des questions auxquelles il faut qu'on réponde, on ne s'est pas encore fait. On a 4000 adhérents au minimum, qui sont les adhérents en fait, de Euskal Moneta. Mais il y a des organisations qui en ont moins à l'intérieur, donc on ne sait pas si on peut faire la somme en fait, de tous les adhérents de toutes les associations, sachant qu'il y en a certains, peut-être parmi vous, qui sont à la fois adhérents de Euskal Moneta, à la fois donateurs peut-être à la Chambre d'agriculture, à la fois adhérents de BC, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on clarifie. Et puis 5000 sociétaires à Ericoa. Pareil pour les sociétaires, vous pouvez être sociétaire à plusieurs structures, donc on ne peut pas forcément faire la somme. Et au milieu de cet écosystème, donc Euskal Moneta est l'association avec le plus grand nombre d'adhérents, donc c'est une grosse association à l'intérieur, et avec le deuxième budget et le deuxième nombre de salariés, c'est-à-dire après la Chambre d'agriculture alternative en fait. Après EHLG. Donc, dans cet écosystème, je suis allé voir ensuite quels liens ces organisations entretenaient entre elles. Là, on voit des liens de création, c'est-à-dire que de filiation, on peut dire. Voilà, c'est un peu la même famille puisqu'elles sont liées par certaines ont créé d'autres. Et je suis allé voir quels liens elles entretenaient aujourd'hui. Alors, j'ai identifié deux types de liens. D'abord, à gauche. C'est les liens en capital, c'est-à-dire quelle structure a investi dans une autre et rentré au capital d'une autre. Donc ça, ce n'est valable que pour les coopératives. Il n'y a pas de capital dans une association, donc on ne peut pas rentrer au capital de Euskal Moneta. Par contre, on peut rentrer au capital de la SIC Garo, d'Enargia, d'Ericoa, évidemment. Et donc ça, c'est tous les liens à gauche. Donc Euskal Moneta est au capital, par exemple, d'Ericoa et d'Enargia. Mais il n'y a pas de flèche entrante à ce niveau-là. Par contre, on peut adhérer à Euskal Moneta et sur les 30 organisations, 16, donc ça c'est les liens en gris, je ne sais pas s'ils sont très clairs, ça disparaît, c'est revenu. Vous voyez voilà, la quantité de liens en fait, qui relient toutes ces organisations, hein, ce sont toutes les flèches là, ça ce sont des liens institutionnels, ça veut dire que 16 structures sont adhérentes à Euskal Moneta sur les 30. D'accord ? Donc on peut faire apparaître ces liens de premier niveau, on pourrait dire, c'est-à-dire qui montrent des liens institutionnels entre structures, et puis on peut aller un peu plus loin en se disant, mais en fait, en quoi se transforment ces liens ? Est-ce qu'ils ont quelle effectivité ils ont ? Et surtout, est-ce que ce sont des liens de pouvoir, de contrôle ? Et effectivement, quand on regarde de façon plus précise les structures de gouvernance en fait de chaque. Alors la gouvernance c'est quoi ? Ça va être les conseils d'administration, ça va être vraiment les instances de direction à l'intérieur de chaque organisation. Et qu'on regarde comment c'est composé, eh bien on se rend compte en fait que les structures de cet écosystème se gouvernent entre elles. C'est-à-dire que là vous voyez, vous avez tous les liens, j'ai reconstitué tous les liens de gouvernance entre structures. Donc vous avez l'intérieur, c'est le cercle noir des organisations de l'écosystème, et puis l'extérieur. En fait, ce qu'on observe, c'est que sur tous les liens, là, si on les compte, il y a plus de liens à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que majoritairement, ces structures s'autogouvernent entre elles, partagent leur gouvernance, on va dire. Ça veut dire que, par exemple, au sein de Euskal Moneta, vous avez des organisations de chaque monde, des 3 mondes, qui sont au sein de la gouvernance de Euskal Moneta. Vous avez des organisations agricoles, vous avez des organisations du monde coopératif et des organisations du monde climat qui participent à la gouvernance de Euskal Moneta. Mais vous avez d'autres structures qui sont partagées de cette manière-là, qui sont ce que j'appelle les structures carrefour, qui vont être carrefour au sens où on peut dire, on dit des fois des hubs aussi, c'est-à-dire comme les aéroports, vous voyez. Et dans ces carrefours, là, ben, on va retrouver Enargia, on va retrouver Ericoa, on va retrouver l'Ursa India et EHLG à nouveau. Donc on a des structures comme ça qui sont partagées et qui créent une forme alors bon, c'est à détailler, c'est à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit, ce genre de choses, mais en tout cas de destinée commune, c'est-à-dire on va décider collectivement du devenir de Euskal Moneta, par exemple, en tout cas il y a une forme de contrôle qui vient s'exercer. Donc cet écosystème, en fait, existe dans son histoire, existe dans ces liens institutionnels qui peuvent se matérialiser sur les schémas que je vous montre. On peut aller un peu plus loin ensuite pour voir comment cet écosystème s'étend un peu, c'est-à-dire sortir d'un premier périmètre et regarder un deuxième cercle, on va dire, un deuxième, troisième cercle. Et alors j'ai cherché à voir ce deuxième, troisième cercle en ajoutant en fait aux organisations du premier cercle qui sont toujours là dans le cercle que vous voyez en pointillé, les 30 de tout à l'heure, j'ai essayé de regarder qui était à nouveau dans leur gouvernance, ce sont toutes les flèches qui sont à l'extérieur, qui c'est qui avait participé à leur création et qui ne font pas partie de l'écosystème, ce que j'appelais en fait tous les partenaires, en fait, c'est-à-dire toutes
structures qui ont accompagné ces structures de l'écosystème. Et j'ai construit donc un écosystème, ce que j'appelle élargi. C'est-à-dire quels sont tous les partenaires directs, en fait, ces organisations, de ces 30 organisations de l'écosystème. Et c'est ce qu'on a ici, avec, en plus, j'ai rajouté dans ces partenaires, parce que ça me paraissait cohérent, parce que ça veut dire qu'elles partagent, en fait, un nombre de valeurs avec elles, 2 groupes particuliers qui sont, on va dire, au sud ouest et au nord-est du schéma, c'est-à-dire en gris et en orange, qui sont au sud-ouest les organisations qui font partie de la fédération Arapit, donc toutes les fédérations du monde agricole qui font partie d'Arapit, où j'ai considéré que Arapit étant membre de l'écosystème, la fédération en elle-même, eh bien toutes les organisations qui en faisaient partie pouvaient être considérées comme des partenaires directs de cet écosystème. Et c'est pareil, de la même manière, en haut à droite, pour l'Antegiac. L'Antegiac qui est une organisation qui fait partie de l'écosystème, qui est une association d'entreprises, en fait, basque. Et donc là, on retrouve en gris toutes les organisations qui en font partie. Si on regarde cet écosystème, si on compte là, cet écosystème élargi, donc de partenaires directs de l'écosystème, on a un peu moins de 170 organisations sur le territoire basque. Si j'enlève en gros en haut, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont extérieures au territoire, ça fait 165. J'ai regardé là-dedans qui c'est qui était adhérent à Euskal Moneta, il y en a un tiers qui sont adhérents à Euskal Moneta. Alors on se demande est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, mais en fait il faut comparer à ce qui est l'échantillon général, c'est-à-dire la quantité d'organisations qu'il y a au Pays Basque. Et là, ce que me dit l'INSEE qui mesure ça, ouais, avec des unités, ce qu'ils appellent des unités légales, il y a 4% de l'ensemble des unités, des structures du pays, entreprises, associations, etc., qui sont adhérentes à Euskal Moneta, et on en a donc plus de 30% dans cet écosystème. Donc on voit qu'il y a cet écosystème à l'intérieur, l'adhésion à Euskal Moneta est à l'intérieur, l'utilisation de la monnaie locale est surreprésentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, cet écosystème, effectivement, est celui dans lequel va être utilisé beaucoup plus que dans le reste de l'économie, la monnaie locale. Donc c'est une première façon dont vient s'activer en fait ces liens institutionnels que j'ai montrés. Ils viennent s'activer en forme de circulation de monnaie à l'intérieur de l'écosystème. Et puis il y a l'écosystème est aussi une ressource pour le SCO de différentes façons. Pour être créé dans sa création, Euskal Moneta a reçu l'aide de BC, je vous l'ai dit, c'est l'origine, mais d'Ericoa, également de la Fondation Manuel Robles Aranguiz. Il y a aussi, ça on a identifié ces choses-là avec un étudiant de Master 2 à Toulouse, Étienne Fouillade, qui m'aide à identifier les différents relais que peut recevoir le SCO dans l'écosystème, notamment en termes de communication, pour relayer, par exemple, la campagne sur des journées telles qu'aujourd'hui, ça va être relayé par tout un paquet d'organisations qui font partie de l'écosystème, qui vont relayer ça sur les réseaux sociaux, par l'intermédiaire des mailing lists, etc. Et tout ça, ça fait connaître le SCO. Voilà, dans le cadre d'événements, donc vous voyez aussi l'Ourama, ici en bas à gauche, et puis Alternativa, où le SCO va être aussi, où il y a la communication qui va être faite autour de le SCO par des organisations qui donc ne sont pas Euskal Moneta. Et puis il y a des prêts de matériel nombreux, de bénévoles, de partage d'échanges de bénévoles qui sont faits pour des événements aussi comme aujourd'hui, entre ces différentes structures de l'écosystème, chose qu'on a identifiée également. Et puis il y a le mécanisme du 3% Eusko, qui vient faire s'aligner en fait des intérêts d'associations sur tout le territoire avec celles de Euskal Moneta. Ces associations vont faire la promotion en fait de Euskal Moneta, aussi parce que derrière, via le 3%, elles peuvent recevoir des aides en fin d'année. Donc tout ceci fait que cet écosystème en fait est une ressource, c'est pas la seule chose évidemment qui explique le succès de l'Eusko, mais on voit là qu'on a un milieu dans lequel Euskal Moneta et l'Eusko peuvent se développer, qui est un support au développement de cette monnaie. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ces petits graphiques qui sont tout frais et qui montrent comment en fait quelle part prend cet écosystème dans les transactions en Eusko. Donc de 2014 à 2022, ce que vous voyez à gauche, c'est la somme des Eusko reçus par des adhérents professionnels. Et si on prend les transactions donc uniquement des pros, qu'est-ce qu'on observe? C'est que selon les années, 20 à 42% pour les transactions reçues sont, non, un peu plus de 20, mais en tout cas au total entre 20 et 45, en gros, et 44, sont faites par des organisations qui font partie de l'écosystème. D'accord ?
Donc ça veut dire qu'il en reste entre 80 et 60 hors de l'écosystème, mais ça veut dire déjà qu'on a un noyau dur, là, aussi bien sur les transactions reçues que les transactions versées par les adhérents professionnels. Si on fait la somme de tout ça, pour l'expliquer autrement, de toutes les transactions faites par les professionnels qui utilisent le SCHCO, si on fait la somme sur une année, et qu'on regarde à l'intérieur quelle est la part prise par les organisations de l'écosystème tel que je l'ai montré tout à l'heure, là, ces 170 organisations, on aboutit à, selon les années, quelque chose entre 20 et 44%. D'accord ? Donc, voilà, c'est une monnaie qui circule aussi beaucoup à l'intérieur, qui est beaucoup utilisée par l'écosystème. C'est une part importante, voilà, ça sera peut-être intéressant, on pourra en discuter, voir comment on peut analyser ça. Je vous dis, c'est des résultats très frais. Et juste une remarque là-dessus, j'ai isolé notamment les Icashtola à l'intérieur, alors qu'ils font partie de l'écosystème par l'intermédiaire de chez HK, qui fait partie de l'écosystème. Et donc, si on regarde les Icashtola, les transactions générées par les Icashtola, on est à 10% des transactions professionnelles de l'ESCHCO. Donc, c'est une part importante de l'ESCHCO. Donc voilà, je termine là-dessus. On pourra discuter, si nous avons le temps, après ou après même la conférence, avec plaisir, on sera là dans la journée. Et si vous voulez plus de détails, tout ce que je vous ai montré là est publié et accessible en ligne librement à ce site-là qui est ma page de chercheur sur le site HAL, qui sont des archives en ligne. Voilà, merci beaucoup. Mila esker gainitz, Julien. Segituko dugu Matilde Foaduklerekin, eta segidan bai lekoa bai hitza utziko diote, uzten zaitut ere Julien bezala zure burua aurkezterat eta ondotik aurkezpenaren egiterat. Bon, ça marche. Mila esker chez Bash. Donc, je suis très contente de présenter aujourd'hui quelques éléments de mes recherches. Alors, je vais me présenter rapidement comme Julien tout à l'heure. Donc, moi, je suis doctorante à Bordeaux, au centre Émile Durkheim, et donc à laboratoire rattaché à Sciences Po Bordeaux. Et j'ai commencé ma recherche maintenant il y a un peu plus de 4 ans, sur les monnaies locales, avec une étude sur Euskal Moneta, et donc une recherche plutôt en sociologie politique, qualitative, avec une enquête au long cours au sein de l'association, et notamment auprès de l'équipe, et puis ensuite auprès des adhérents, et en allant rencontrer en particulier des entrepreneurs membres et quelques utilisateurs particuliers également. Donc ce que je vais présenter est un peu le résultat de ce travail par entretien, par observation. Alors, je me suis interrogée, donc la conférence s'appelle le ESCHCO 10 ans, quels impacts et résultats. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire réfléchir aux impacts et aux résultats? Ça veut dire, d'un côté, s'interroger sur les effets de cette monnaie locale, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle réussit à produire, mais aussi, et ça je pense que Oriane apportera une contribution là-dessus, mais les résultats, c'est aussi se dire quel est le chemin qui a été parcouru en 10 ans. Qu'est-ce que c'est devenu, les ESCHCO? Et donc, je vais me concentrer un petit peu sur cette dimension-là. Alors, un premier élément un peu de cadrage qu'on peut donner, c'est dire un mot sur la place de l'ESCHCO dans le panorama des monnaies locales. Alors, bon, Julien l'a déjà dit, première monnaie locale en France et en Europe. Jérôme Blanc, Marie Farr et Oriane ici présentes ont montré dans un travail assez récent que dans de nombreux cas, la circulation des monnaies locales est d'une certaine manière cantonnée à quelques centaines de personnes, quelques dizaines, voire une centaine ou 200 entreprises. Et finalement, en 2018, la moitié des monnaies locales avaient une masse monétaire en circulation qui était assez faible, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, quand on s'intéresse aux monnaies locales, on remarque d'emblée que dans un panorama comme ça, le cas de l'ESCHCO est atypique. Alors, comment comprendre ça? Ce qu'on peut dire, c'est que l'ESCHCO a été lancé il y a 10 ans maintenant,
par des militants et des militantes. Alors, je ne vais pas revenir dessus très longuement, mais Julien l'a dit, donc issus de BC en partie, des gens avec des trajectoires pour certains écologistes, d'autres une trajectoire plutôt venue des combats pour l'autonomie du Pays Basque. Et donc, dès le début, comme l'a montré Julien, il a été porté par son insertion dans ce réseau associatif et sa proximité avec un monde structuré. Bon. Donc ce qu'on peut observer au bout de 10 ans, c'est que l'Eusko finalement connaît une trajectoire qui est plus favorable que beaucoup d'autres monnaies locales. Et on comptait donc fin 2022, alors 5000 membres, plus de 1000 entreprises, 35 ou 36 mairies adhérentes et la communauté d'agglomération Pays Basque, et puis un volume en circulation supérieur à 3,5 millions d'euros. Alors, comment expliquer cela? Il y a un premier angle, qui est celui que prend un peu Julien, qui est de dire il y a un environnement favorable, il y a un terreau favorable, un terrain fertile. Moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que, donc avec un angle un petit peu différent, il y a aussi beaucoup de travail. Donc, ce qu'on peut dire au bout de 10 ans, c'est que l'Eusko a connu cette trajectoire grâce à un travail déployé dans plusieurs dimensions. Et je vais essayer de montrer que ce travail a permis de construire l'Eusko comme une monnaie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a plusieurs manières de définir la monnaie, et il y a des longs débats qui vont avec et que je vais vous épargner. Mais ce qu'on peut retenir pour y voir plus clair, c'est que la monnaie, c'est d'abord un instrument. C'est un outil pour acheter et pour vendre, avec des moyens de paiement. Et puis pour stocker de la valeur aussi, donc éventuellement avec des systèmes de compte. Première dimension. Mais la monnaie, c'est pas juste un outil, c'est plus que ça. Pour avoir une monnaie, il faut qu'on ait ce qu'on peut appeler une communauté monétaire. C'est-à-dire qu'il faut que la monnaie soit reconnue comme telle par un nombre suffisamment de gens qui acceptent de l'utiliser et de l'échanger contre des valeurs, contre des biens et services ou contre d'autres monnaies. Donc outils, communauté, et puis enfin la monnaie, c'est ce qu'on peut appeler une institution, c'est-à-dire que c'est une organisation stabilisée, légitimée, et qui, dans une certaine mesure, alors plus ou moins grande, mais qui contribue à organiser les comportements, et donc qui participe d'une certaine manière à réguler la vie sociale, à réguler la vie économique, les comportements des gens. Et donc en partant de ces trois dimensions, je vais essayer de caractériser le chemin parcouru par l'Eusko en disant, il y a eu un travail multidimensionnel, il y a eu un travail technique pour construire un instrument. Il y a eu un travail, j'essaierai de montrer qu'il a été à la fois militant et professionnel, un peu commercial, mais un travail qui a visé à construire une communauté et à l'élargir. Et puis un travail politique très important pour faire de cet outil une institution, c'est-à-dire une structure stabilisée qui trouve sa place dans la régulation de la vie économique, hein, peut-être à petite échelle, mais en tout cas qui essaye de faire un pas vers quelque chose qui s'apparente à une institution. Alors d'abord, en tant qu'instrument. Bon, il y a pas mal de recherches sur les monnaies locales qui ont montré que quand les monnaies locales se réduisent ou se limitent à ce qu'on appelle des coupons de papier, donc des monnaies sous forme de billets, elles ont du mal à se diffuser, en particulier dans le commerce inter-entreprises. Et donc souvent les recherches ont présenté la numérisation des monnaies locales comme une clé, une solution de leur développement. Et donc dans cette partie, je vais essayer de regarder l'aspect technique de la monnaie et de voir qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans et quels sont les résultats des choix techniques qui ont été effectués. Alors d'abord un mot sur la trajectoire de l'Eusko, bon on la connaît, hein, mais le processus central en 10 ans, ça a été sans doute le passage au numérique. Ce qu'on peut dire assez brièvement, c'est qu'il y a 10 ans, l'Eusko est lancé sous forme de billets, donc sous forme physique, et ça va être le cas jusqu'en 2017. Les adhérents doivent se rendre dans des bureaux de change pour retirer des Eusko. Les commerçants qui font bureau de change tiennent des registres manuscrits. Donc ils notent sur les carnets les opérations de change, c'est-à-dire des gens qui viennent déposer un chèque pour retirer des Eusko, déposer des billets. Ils notent les opérations de reconversion, c'est-à-dire des professionnels qui amènent des Eusko et qui espèrent plus tard, qui reçoivent ensuite un virement d'Euskal Moneta pour reconversion. En coulisses, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait Euskal Moneta dispose déjà à l'époque d'une infrastructure numérique, avec un logiciel qui s'appelle Cyclos, qui permet de tracer des flux.
Et en fait, il faut signaler ici et peut-être saluer aussi le travail de fourmi qui est réalisé à l'époque par des bénévoles toutes les semaines qui saisissent informatiquement les opérations qui sont réalisées par les adhérents. C'est-à-dire qu'il y a déjà à l'époque un certain suivi numérique des opérations faites avec les billets. Euskal Moneta sait au fur et à mesure combien de monnaie est créée, combien de monnaie est reconvertie. Ça, c'est une première étape. Il y a eu assez rapidement une prise en compte de l'incongruité des échanges en espèces, notamment dans le commerce entre les entreprises, donc avec des livreurs qui se font payer en liasses de billets au pied du camion, etc. Et donc, Euskal Moneta se rend compte que, évidemment, ça limite, c'est très éloigné des usages de l'argent, notamment dans le monde économique, et donc il faut introduire des services numériques. Il y a une première phase un petit peu expérimentale avec un petit groupe d'entreprises qui se voit proposer la possibilité au moins d'avoir un compte pour pouvoir y déposer des euskos et de pouvoir se faire des virements. Mais tout ça est encore très incertain sur le plan à la fois technique mais aussi juridique. C'est une inconnue à l'époque. Et donc il va y avoir un travail de plusieurs années qui va consister à préparer la généralisation du numérique, l'ouverture du numérique à tous les utilisateurs. Et donc là, plusieurs options vont être envisagées. Et finalement, Euskal Moneta va se tourner vers une solution qui va être la conception de l'Euskocart et l'ouverture de comptes pour les utilisateurs, des comptes qui sont gérés dans ce même logiciel Cyclos et donc gérés par l'association. Il y a d'abord dans une première phase l'informatisation des bureaux de change, donc on enlève les registres papier, puis on passe à une application qui permet de saisir les opérations en direct. Et puis finalement, en mars 2017, donc je pense que la plupart de celles et ceux qui étaient là s'en souviennent, mais l'Eusko numérique est lancé à l'occasion du premier Eusko Eguna. Plus de 500 utilisateurs reçoivent leur Euskocart. Ce qui est intéressant dans l'Euskocart, c'est que c'est une carte de paiement qui s'appuie sur la technologie NFC, donc c'est une carte de paiement sans contact avec un petit terminal associé. Je vais y revenir ensuite. L'Eusko, ça devient à ce moment-là la première monnaie locale de l'Hexagone qui ajoute à la circulation des billets une forme numérique. Et puis en 18 mois, elle va atteindre le premier rang des monnaies locales en Europe, donc elle dépasse le Chiemgauer en Bavière, elle dépasse le Bristol Pound en Angleterre, et puis 1 million d'Eusko en circulation fin 2018. En allant vite, en 2020, on ajoute de nouveaux outils, il va y avoir le déploiement d'EuskoPay, avec fin 2021 plus de 620 pros équipés, ça doit être encore plus maintenant. Ça c'était la trajectoire. Comment l'analyser? Quel est son résultat? À mon avis, il y a deux résultats. Le premier, c'est une certaine reconnaissance des outils numériques par les autorités de régulation du secteur bancaire. On pourrait parler d'une normalisation juridique, un petit peu par la marge, mais j'ai pas le temps ici de faire toute l'histoire des interactions entre Euskal Moneta et la régulation bancaire. C'est passionnant, mais je serai disponible pour en discuter au comptoir tout à l'heure. Mais le résultat, c'est que c'est une conception de l'outil, au final, qui résulte d'une interaction entre l'association et des acteurs juridiques, travail juridique avec des avocats, travail d'interaction avec les autorités de régulation du secteur. Au final, l'Eusko se retrouve qualifié juridiquement, c'est le terme, comme un service de paiement. Et donc on sort du flou qui prévalait et ça contribue à consolider et à légitimer cet instrument. Et le petit exploit réalisé par Euskal Moneta là-dedans, qu'il faut signaler aussi peut-être, c'est de parvenir à faire ça sans perdre la main sur la gestion de la monnaie et notamment le pilotage des comptes. Il y a plein d'autres options envisagées dans lesquelles la monnaie locale fait un partenariat avec une banque et les comptes sont plus ou moins gérés par une banque partenaire et puis la façade c'est la monnaie locale. Mais là c'est pas du tout ça. Et donc là-dessus il y a des choix techniques qui ont été faits et qui ont des implications. Si l'Eusko s'est retrouvé qualifié de service de paiement, c'est parce qu'Euskal Moneta a développé une pluralité d'outils, l'Euskocart, les comptes. Et le deuxième résultat, il est là, c'est que l'Eusko a connu un processus de normalisation par ajustement de son fonctionnement aux usages communs de l'argent. On a fait des outils Euskal Moneta a créé des outils qui s'apparentent autant que possible à ceux qu'on utilise tous les jours. Et donc on a des usages de l'Eusko qui se sont normalisés au cours du temps.
C'est très sensible quand on essaye d'enquêter en situation, puisque finalement, il y a une routinisation des usages. Bon, malgré ça, évidemment, on pourrait discuter des limites de ce processus-là, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que ces choix techniques, ils sont capitaux, parce que dans d'autres cas, comme ceux du Bristol Pound, par exemple, on a eu des monnaies qui font des choix techniques différents et qui peuvent être amenées à se retrouver dépassées par les usages communs, par exemple en instaurant le paiement par SMS ou des choses qui finalement vont pas être utilisées, et ça peut mettre des monnaies en difficulté. Donc là, on a des usages qui ont été bien anticipés quelque part et qui ont conduit à un instrument qui est devenu en quelque sorte pratique. Deuxième dimension, en tant que communauté, il y a deux aspects à mon avis. Julien a montré que l'EUSCO a commencé par mobiliser un public assez conséquent dans le cadre de ce qu'il appelle l'écosystème. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un travail à plusieurs dimensions pour essayer de consolider et d'élargir cette communauté. La première dimension du travail, c'est un travail sur les symboles pour modeler la monnaie de façon à ce qu'elle active des marqueurs, qu'elle puisse parler à un sentiment d'attachement au territoire. Ça se voit très bien dans la conception des billets, avec l'idée d'essayer de mobiliser autour de cette monnaie des personnes qui sont en recherche d'un signal, d'un outil qui rassemble autour d'une unité territoriale et d'appartenance autour de ce qu'est le Pays basque, Iparralde, la langue basque. La deuxième dimension, c'est un travail pour étendre la communauté monétaire. Je vais m'intéresser ici plutôt aux entreprises, mais avec un travail qui est indissociablement d'ordre militant et commercial pour essayer d'aller au-delà de la communauté de base, entre guillemets, l'écosystème. Le travail militant, en fait, ça veut dire que Euskal Moneta a mis en forme une cause avec des valeurs et des adversaires. Ça se traduit, comme dans beaucoup de monnaies locales, par une charte. Jérôme Blanc et Marie Farr, donc, qui sont des spécialistes des monnaies locales, ils ont montré que la conception de la charte, elle jouait un rôle très important pour le devenir d'une monnaie locale, parce que si la charte est trop restrictive, la monnaie locale devient une niche, et si la charte est trop large ou absente, la monnaie locale finalement n'a pas de valeur identifiée, elle peut être un petit peu attrape-tout et perdre sa crédibilité. Et en fait, ce qu'on voit dans le cas de la charte de l'EUSCO, c'est qu'on a d'un côté des causes qu'on pourrait qualifier d'assez consensuelles, c'est-à-dire la relocalisation de l'économie et des dynamiques locales, la solidarité entre commerces, entreprises, associations et producteurs locaux, et puis la promotion de la langue basque, même si on peut discuter du fait que c'est consensuel, mais enfin, des causes relativement consensuelles, et en même temps des adversaires identifiés. L'agriculture industrielle ou hors sol, les entreprises appartenant au réseau de la grande distribution, et puis les entreprises générant de fortes nuisances environnementales. Ce cadrage-là, il constitue un argument important pour l'enrôlement des entreprises, à mon avis, dans certains, notamment vis-à-vis de certaines cibles prioritaires, et je pense en particulier aux petits patrons, aux petits commerces, aux petites entreprises de centre-ville et de centre-bourg, qui sont à la fois menacés par la grande distribution, l'extension des zones commerciales, et puis le commerce en ligne. Bon, la conférence suivante en parlera. Mais là, il y a un travail d'ajustement et du combat et de la cause de la monnaie avec les intérêts de ces groupes-là de commerçants. On peut dire un petit peu la même chose de l'agriculture paysanne. Au-delà de l'appartenance à l'écosystème, la mise en forme de la cause et le travail de conviction, en fait, il est ajusté à ce qu'est l'agriculture paysanne. C'est-à-dire que Euskal Moneta véhicule une même vision de l'agriculture, une vision dans laquelle les circuits courts et les circuits longs ne peuvent pas coexister, dans laquelle les circuits longs et l'agriculture industrielle mangent l'agriculture paysanne, et dans laquelle, finalement, si on défend l'un, on est contre l'autre. Deuxième dimension de ce travail en allant vite, c'est aussi un travail commercial qu'a mené Euskal Moneta, et le résultat au bout de 10 ans, c'est une grande, stabilisation, consolidation, en fait une professionnalisation de l'association,
avec à la fois d'un côté un développement de l'équipe en termes de nombre de salariés, une professionnalisation des compétences, des profils des personnes qui font ce travail de terrain tous les jours, d'aller chercher de nouvelles entreprises, de les garder, de résoudre leurs problèmes, et puis une standardisation des manières de les aborder et de les convaincre. Il faut noter que les deux dimensions, j'ai presque fini, travail militant et démarche commerciale sont pas nécessairement contradictoires l'une avec l'autre. On a tendance à penser que si ça se professionnalise, on perd le côté militant. Et moi, il me semble que c'est pas nécessairement le cas, puisque quand on suit les salariés qui vont présenter l'EUSCO à des entreprises pour les recruter, on voit bien qu'il n'y a pas c'est un travail de démarchage, mais il ne s'appuie pas du tout sur des arguments de « on va vous faire gagner de l'argent », etc. Le travail des salariés consiste quand même à présenter un projet avec des valeurs. Et l'argument, c'est bon de se faire travailler les uns les autres, on défend telle conception de l'économie locale. Le résultat, finalement, il est une augmentation continue du nombre de membres. Je vais finir sur la troisième dimension, et plutôt sous forme d'une question ouverte, c'est que peut-on dire de l'EUSCO en tant que monnaie, en tant qu'institution au bout de 10 ans? Bon, une institution, c'est des règles stables, des valeurs, enfin, un ensemble de normes, de règles qui contribuent à orienter les comportements. Je pense qu'on peut dire que l'EUSCO est dans un processus d'institutionnalisation. Ça s'est manifesté en interne par donc une consolidation de son fonctionnement. Professionnalisation, stabilisation des ressources, etc. Et puis de manière plus large, parce que l'EUSCO a commencé à intégrer le champ de l'action publique locale, avec la question des usages par les collectivités, etc. Cette institutionnalisation est assez originale, et je finirai là-dessus. On a souvent tendance à observer que des organisations qui viennent des mouvements sociaux ou des associations, on dit qu'elles s'institutionnalisent au moment où les pouvoirs publics les récupèrent d'une certaine manière. Et dans le cas de l'EUSCO, on a quelque chose d'un peu original puisqu'on a des collectivités qui entrent dans la démarche de l'EUSCO, qui adhèrent, qui essayent d'utiliser l'EUSCO selon ses règles. Et donc c'est une forme d'institutionnalisation assez intéressante, il me semble. En conclusion, à nouveau, dire qu'il y a eu beaucoup de travail pendant 10 ans, il faudrait arriver à chiffrer les heures de travail qui ont été effectuées. Et puis on a une monnaie qui est peut-être de plus en plus normale du point de vue de ses usages. On a souvent des chercheurs dans la recherche sur les monnaies locales, cette idée de les monnaies locales, c'est un peu le Monopoly, etc., qui peuvent revenir dans les usages, enfin quelque chose d'une différence et qui est difficile à dépasser. Et dans le cas de l'EUSCO, il me semble qu'au bout de 10 ans, on peut dire que ce travail-là a été mené. Voilà. Mila esker, Mathilde. Segituko dugu azken aurkezpenarekin eta erran bezala ondotik tarte bat ukanen dugu galderentzat, demora pixka bat ukanen dugu galderentzat, beraz atxiki zuen buruan dituzuen galderak eta tarte bat ukanen dugu gero. Orduan, orai hitza emanen diot Orian Lafuente San Pietrori, beste entzat bezala, galeginen dautzut zure burua pixka bat aurkeztea eta ondotik aurkezpenarekin aintzina. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, pour me présenter rapidement, donc je suis Oriane Lafuente San Pietro. Ce sera mieux avec le micro plus près de la bouche. Du coup, je suis docteur en économie, j'ai fait ma thèse. Donc là, je vous ai mis ma nouvelle affiliation, mais elle est vraiment récente. Sinon, j'ai fait ma thèse à l'Université Lyon 2 au laboratoire Triangle, donc avec Jérôme Blanc et Marie Farr, dont on a un petit peu parlé déjà et que peut-être certains d'entre vous ont déjà croisé. Donc déjà, je voulais commencer par remercier l'équipe de Schcal Monétaire pour l'invitation et plus généralement pour la collaboration que vous faites avec les chercheurs, parce que c'est hyper précieux pour nous d'avoir cet accès-là et votre aide en fait. Et donc je suis aussi super heureuse d'être là pour rendre un petit peu en fait finalement ce qu'on peut faire grâce à la collaboration qu'on a avec vous.
Moi, j'ai une approche un petit peu différente de mes collègues. Enfin, c'est normal, c'est complémentaire, ce qu'on fait. Moi, je suis allée vraiment regarder quelque part cette question des impacts, cette question des effets sur les monnaies locales. On avait beaucoup de théories sur les effets territoriaux des monnaies locales, comme quoi ça permettrait un développement, mais on avait assez peu de matériaux empiriques en fait pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que ça fait économiquement en fait? Est-ce que ça permet de la croissance? Est-ce que ça permet le développement d'une économie locale, de relocaliser l'activité? Donc je suis allée un peu me poser ces questions-là, et donc c'est ces résultats-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais faire Alors, le SCO, j'ai beaucoup travaillé sur le SCO, pas uniquement, donc des fois je vais vous parler monnaie locale un peu en général. Il faut savoir que le SCO est dans le terrain un peu principal quand même. Les résultats s'adaptent vraiment très bien. Je vous parle un petit peu de mon point de départ théorique, en fait, rapidement, histoire qu'on comprenne pourquoi je suis allée regarder ces effets-là et pas d'autres aussi, et pourquoi c'est ceux-là que je vous présente aujourd'hui. Mon point de départ, c'est de dire que les monnaies locales et donc le SCO, ce sont des intermédiaires territoriaux. Donc en fait, ça va être des institutions, des organisations qui se mettent en place sur les territoires et qui vont faire du lien entre les acteurs. Et l'intérêt aussi des monnaies locales, c'est que ça fait du lien entre des acteurs d'une grande diversité, à la fois des entreprises, des consommateurs, des collectivités, des associations. On peut toucher un nombre d'acteurs assez différents. Donc leur rôle, c'est vraiment cette mise en relation et cette génération finalement aussi de proximité entre les acteurs. On va avoir des pratiques communes qui se développent, on va avoir des valeurs communes au travers des chartes qui se révèlent, parce qu'elles peuvent déjà être là, mais qui sont montrées, en fait, qui sont mis en avant. Et donc ça génère un sentiment aussi d'appartenance quelque part à une communauté. On va y revenir. Moi, je parle beaucoup de la communauté monétaire, et mes résultats, ils s'appliquent à la communauté monétaire, qui est une communauté sur le territoire, mais qui ne représente pas tout le territoire. On l'a vu, les entreprises de l'EUSCO, c'est à peu près 4% des entreprises du Pays Basque. Donc c'est sur cette communauté-là que je vais travailler, et c'est cette communauté-là qui m'intéresse. Et c'est elle qui est un peu générée par la monnaie locale, ou en tout cas identifiée. Et en fait, elles vont venir quand même, c'est un instrument monétaire, donc ça c'est un peu la dimension supérieure, au-delà de la mise en relation. Elles viennent modifier la façon dont la richesse circule entre les acteurs, au sein de cette communauté d'échange. Et donc pour moi, c'est de là que va venir vraiment cette question des effets. Alors, les deux principaux mécanismes qui vont venir faire cette mise en relation, alors selon moi, pour simplifier, j'en donne deux généralement, c'est un effet de signal. Donc ça, c'est vraiment le travail de labellisation quelque part qui est fait par l'association aussi, qui est fait par la charte. À partir du moment où vous adhérez à une monnaie locale, notamment pour les entreprises essentiellement, vous montrez que vous appartenez à une certaine communauté de valeurs. Vous montrez que vous avez envie de travailler avec des personnes qui partagent en fait les valeurs qui sont écrites dans cette charte, qui partagent ce projet territorial-là aussi. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que ça va apporter cet effet de signal, il va apporter pour les entreprises, les associations et les acteurs en général, ça facilite la mise en lien en fait. Ça veut dire que vous avez un annuaire et vous savez quand vous cherchez une entreprise, quand vous cherchez un partenaire, vous pouvez aller regarder dans cet annuaire pour trouver des autres acteurs qui vont partager les mêmes valeurs que vous, avec lesquels vous avez potentiellement plus envie de travailler en fait. Donc cet effet de signal, il est très important parce qu'aussi il nous permet de dépasser l'idée que finalement la monnaie locale, ça se regarde juste pour les transactions qui sont faites en monnaie locale. On a aussi tout un tas d'effets en fait qui sont au-delà des transactions, et il peut y avoir des transactions en euros aussi. Moi, je suis vraiment sur transactions économiques et échanges. Je suis plus à ce niveau-là. Mais on va avoir des transactions en euros qui sont faites grâce à la monnaie locale finalement parce que les acteurs se sont rencontrés grâce à elle, mais qui ont lieu en euros parce qu'à ce moment-là, les acteurs n'avaient pas de monnaie locale de disponible, ou parce qu'il y en a un qui a des problèmes de trésorerie et il préfère des euros à ce moment-là, pour plein de raisons. Mais du coup, cet effet de signal, et donc qui crée une communauté, il est très important. Et le second effet, là, il vient vraiment de l'instrument monétaire, c'est l'effet de contrainte, et qui vient de cette étanchéité monétaire que crée la monnaie locale. Donc, quand vous recevez des EUSCO, alors vous pouvez les rééchanger, mais normalement, si vous jouez le jeu de la monnaie, vous essayez de les faire circuler. Donc, ça vous pousse, pour les entreprises, ça va les pousser à aller chercher des partenaires qui utilisent la monnaie locale, et donc ça force un petit peu cette mise en lien par l'étanchéité monétaire. Et selon moi, ça c'est l'un des principaux effets de l'instrument en fait. Du fait d'utiliser cet instrument commun, ça vous pousse à vous mettre en lien pour simplement continuer vos échanges économiques. Donc après, moi je fais vraiment de la recherche empirique, donc tout ça c'était la partie un peu théorique rapide pour expliquer ce que je suis allée regarder. Et du coup je me suis dit, bon, est-ce que cette mise en lien elle a lieu ?
Est-ce qu'on l'observe Alors à un niveau, j'ai des méthodes qui sont très quantitatives, donc j'ai beaucoup regardé les données de transaction et des données d'enquête. Donc notamment, certains d'entre vous ont probablement répondu à une enquête du mouvement Sol qui est passée, je crois que c'était en 2019. Et donc les résultats principaux viennent de cette enquête et des données de transaction de l'EUSHCO. Donc ce qu'on a pu voir, donc ça c'est vraiment des résultats sur l'EUSHCO, c'est que 40%, même 41% des entreprises, elles déclarent avoir trouvé de nouveaux fournisseurs et ou prestataires parmi les autres utilisateurs de l'EUSHCO. Donc, et on parle de nouveaux fournisseurs, c'est pas des personnes qui voyaient avant d'utiliser la monnaie locale, donc ils les ont trouvés. Alors peut-être qu'ils se seraient mis en lien s'il n'y avait pas eu la monnaie locale aussi, on peut pas le savoir, mais par contre on a quand même 40%, c'est quand même assez important. Alors on verre à moitié plein, on verre à moitié vide, ça veut dire que 60% ne l'ont pas fait aussi. En moyenne, ces personnes, elles ont trouvé 4 nouveaux fournisseurs, donc c'est quand même aussi un nombre relativement important. Et donc ça, c'est le dernier chiffre. Donc il y en a plein d'autres, j'ai sélectionné ceux-là. 20% des entreprises échangent avec une autre entreprise de l'EUSHCO depuis au moins 3 ans. Donc c'est pas énorme forcément 20%, par contre ça veut dire qu'on voit quand même des relations durables, et puis l'EUSHCO en fait en numérique, le gros développement se fait depuis 2017, donc finalement au-delà, et moi mes données je les ai arrêtées en 2020, donc en fait 3 ans c'est un petit peu le maximum qu'on peut observer, probablement qu'en 2022 si on actualise on en aurait beaucoup plus. Mais du coup, on a quand même un quart des entreprises qui ont des relations qui sont durables. Donc c'est pas simplement on a essayé une fois et puis ça fonctionne plus, on a quand même des échanges qui se font dans la durée et relativement régulièrement. Ce que je suis allée regarder aussi, c'est de dire, bon, il y a cette mise en lien, on peut l'observer, il y a des liens qui se créent. Par contre, quelle est la participation réelle de la monnaie là-dedans? Et donc là, on voit vraiment, pareil, dans les réponses des personnes, c'est que 80% des entreprises, alors et particuliers, déclarent utiliser l'annuaire. Donc ça, c'est quand même c'est dans l'enquête du mouvement Sol, et dont la moitié qu'ils font souvent. Donc 40% des utilisateurs disent qu'ils utilisent vraiment souvent l'annuaire. Donc c'est assez important, ça montre qu'en fait l'outil que donne la monnaie locale est utilisé. On est sur l'EUSHCO. 74% des utilisateurs individuels, ils déclarent aussi déjà avoir choisi une entreprise pour son utilisation de l'EUSHCO plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est important. On voit qu'il y a un endroit où l'arbitrage en fait se fait. Probablement il y a plein d'autres critères, notamment pour les entreprises. On va penser, sur les questions des devis, voilà. Mais il y a un endroit où en fait, entre eux, ça peut faire pencher l'arbitrage en fait d'une personne qui cherche un nouveau partenaire commercial. Et 38% aussi des utilisateurs individuels, du coup, déclarent donner la priorité aux entreprises de l'EUSHCO et 41% le faire parfois. Voilà. Donc on a quand même cet effet-là, on sent que la monnaie locale est assez importante pour les utilisateurs et vient accompagner, alors des fois les changements de pratiques peuvent avoir lieu avant l'adhésion à la monnaie locale. La monnaie locale fait partie de tout un tas des personnes en fait, qui ont envie de changer leur mode de consommation, et la monnaie locale vient les aider là-dedans. En fait, on voit c'est un outil en plus et qui vient accompagner ce changement de pratique si c'est pas elle forcément qui le génère initialement. Alors après tous ces résultats plutôt positifs, alors peut-être une petite note. Donc là, je vous ai mis le réseau en fait des entreprises de l'EUSHCO. Ce qu'on voit les années en haut, c'est les années avant l'ouverture aux particuliers. Donc c'était un peu les périodes de test où il y avait que des entreprises et même pas toutes qui avaient accès aux services numériques. Mais du coup, on voit quand même qu'on a une sorte de densification jusqu'en 2016, et je vous ai pas mis 2018 et 2017 parce qu'ils ressemblent à 2019, un peu plus petit. Mais ce qui se passe en fait à partir du moment de l'ouverture, c'est que notre réseau, alors c'est normal, c'est juste qu'avant il n'y avait pas de transactions numériques, donc on les voyait beaucoup moins. Mais le réseau s'est densifié en fait massivement. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette collerette là autour. Ça, c'est tout un tas d'entreprises qui vont recevoir des paiements de particuliers, mais qui ne font aucun échange avec des entreprises qui sont ni clientes ni fournisseurs en fait d'autres entreprises de l'EUSHCO. Et donc en fait, on a un centre qui est relativement dense avec quand même certaines entreprises très centrales. On va avoir une 80 très gros utilisateurs quoi. Et après, on a beaucoup plus d'entreprises qui sont beaucoup moins intégrées en fait. Et donc l'intégration est assez inégale, et en fait ma collerette, elle représente à peu près 20% des entreprises qui sont actives en numérique. Donc c'est quand même un chiffre important. Donc ça veut dire qu'on a une communauté centre qui est assez active et qui fait circuler de la monnaie. Par contre, on en a d'autres qui tentent d'essayer l'outil et qui n'arrivent pas forcément à s'intégrer au réseau principal. Donc c'est un point un peu si on veut, pour les prolongements, un point d'amélioration possible.
Après, donc, je suis allée regarder cette intermédiation, donc elle existe avec, dans une certaine mesure. Je me suis demandé c'est quoi la conséquence sur la circulation du coup des revenus entre ces personnes. Est-ce que ça va la modifier sur les territoires? Donc là, je vous ai représenté, en fait, c'est des secteurs d'activité. Et j'ai regardé comment la monnaie circulait entre les secteurs d'activité. Le point d'entrée, c'est les individus qui sont, donc la boule verte, là où j'ai ma souris. On a ces individus qui donc changent, le cercle est assez important parce que c'est eux qui changent l'essentiel de la monnaie, donc en fait ils ont un flux entrant de monnaie de Shko qui est assez importante. Et après je me suis demandé avec qui ils échangent essentiellement. Donc ce qu'on voit c'est que la plupart, ceux qui reçoivent beaucoup de Shko, ce sont les commerces et les autres activités de services. Donc c'est les services en fait aux particuliers. Donc ces deux secteurs vont recevoir beaucoup de Shko des particuliers. Et après, par contre, on sent qu'il y a une difficulté en fait à aller faire circuler plus loin que le secteur des commerces. Donc, on est sur une monnaie qui va être centrée un peu sur la consommation des ménages. Ça se voit aussi dans en fait, le pourcentage d'entreprises qui sont dans le Shko. Hein. Les commerces sont surreprésentés, la restauration est surreprésentée. Et par contre, on a une petite difficulté en fait à faire circuler la monnaie vers des secteurs plus éloignés qui vont être vraiment de la production en fait de biens sur le territoire, comme l'agriculture, hein, c'est le point AZ ici, la fabrication de denrées alimentaires. Après, on parle de produits industriels, en même temps, il y en a assez peu en soi. Mais donc, on a une difficulté. En fait, ceux qui sont les plus durs, ceux qui en reçoivent le moins, finalement, c'est les activités de service aux entreprises, les activités de soutien aux entreprises, activités scientifiques, techniques et services administratifs, et information et communication. Donc, on a un peu une difficulté à aller vraiment à rentrer dans l'économie productive, entre guillemets, derrière. Donc, on reste sur une monnaie en fait, de consommateurs pour l'instant. Et pareil, sur les pistes de prolongement potentiel, aller voir éventuellement comment on pourrait la faire circuler plus loin en fait, dans les chaînes de production pour la diffuser. Après, donc, pour essayer de synthétiser cette circulation, j'ai essayé, dans les premiers travaux de ma thèse, en fait, c'était essayer de me demander comment on peut synthétiser dans un indicateur la valeur territoriale, enfin la richesse territoriale qui est produite par la circulation de la monnaie. Et donc pour ça, j'ai utilisé un indicateur qui s'appelle le multiplicateur. Et en fait, un multiplicateur, c'est le facteur par lequel une dépense initiale de monnaie est multipliée pour trouver l'ensemble des revenus qu'elle va générer. Il y a deux facteurs principaux, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là, qui vont influencer l'ampleur d'un multiplicateur. Et en fait, ils sont intéressants parce que c'est pour ça que les monnaies locales peuvent les influencer. C'est le fait de dépenser ses revenus à l'intérieur de la communauté monétaire ou à l'extérieur. Et donc, en fait, avec cet effet un petit peu dont je parlais tout à l'heure, d'effet de contrainte, normalement, on devrait augmenter la dépense interne et diminuer la dépense externe. Et il y a un autre effet qu'on appelle la thésaurisation. Et en fait, c'est l'épargne qui est non rémunérée. Qui va diminuer notre multiplicateur, ça veut dire que c'est de la monnaie qui va rester dans vos poches et que vous n'utilisez pas. Ça, pour le coup, les monnaies locales ont un effet beaucoup plus ambigu là-dessus, parce que faute des fois d'entreprises auprès desquelles dépenser la monnaie, vous pouvez la garder très très longtemps sur vos comptes si vous ne souhaitez pas la rééchanger parce que vous avez envie de jouer le jeu et que vous n'avez pas envie de faire ce change. Donc elle peut rester thésaurisée relativement longtemps. Donc en théorie, on avait un effet qui pouvait être ambigu, on ne savait pas forcément trop où ça allait. Ce qui se passe, c'est que j'ai du coup calculé ces multiplicateurs grâce aux données de transactions numériques, hein, juste les transactions numériques du coup, de l'Eushko. Et donc je trouve des multiplicateurs qui sont supérieurs à 2 et surtout qui sont en croissance. Hein. On voit avec croissance du réseau et croissance de la masse monétaire, on a un multiplicateur qui est de plus en plus en croissance. Actuellement, il est 2,94. Donc ça veut dire que quand vous utilisez en gros un Eushko pour payer, je sais pas, une baguette de pain, pour payer quelque chose, et ben il va générer pour votre communauté d'utilisateurs, les autres utilisateurs de l'Eushko, les autres entreprises, 3 Eushko de revenus en fait, par sa circulation. Et ça c'est quand même un résultat qui est assez important et qui est assez encourageant pour le coup. Parce que, alors, habituellement, quand on calcule des multiplicateurs locaux, alors c'est des méthodes très différentes, donc c'est très dur à comparer, mais on tombe plutôt sur des résultats inférieurs à 2. Donc là, le fait d'avoir des résultats qui sont assez élevés comme ça, c'est assez rassurant. Voilà. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai regardé sur d'autres monnaies locales qui peuvent être très différentes, et on a quand même souvent des multiplicateurs relativement élevés. Donc c'est un résultat qui peut se généraliser un petit peu sur d'autres monnaies locales. Et enfin, donc le dernier travail que j'ai réalisé, c'était vraiment d'aller regarder l'effet sur la production des entreprises, et en tout cas sur leur gain de clientèle, au-delà des transactions purement en Eushko.
Parce que comme je vous disais tout à l'heure, je pense que l'effet de signal, en fait, on sait qu'il y a des entreprises, enfin il y a des personnes, des acteurs, pas juste des entreprises, aussi des consommateurs, qui font des transactions avec des autres membres de la monnaie locale, mais en euros. Donc l'effet, il est censé se voir en fait à l'échelle du chiffre d'affaires et pas uniquement à l'échelle du chiffre d'affaires réalisé en Eusko. Donc je vous ai mis, normalement en fait on devrait avoir un gain de clientèle. Finalement, si une entreprise rentre dans une monnaie locale, il y a des chances normalement qu'elle ait un gain de clientèle par cet effet de signal. Il y a des gens qui vont venir consommer auprès d'elle, et par cet effet de contrainte, il y a des gens qui, devant utiliser leurs Eusko, vont essayer d'aller consommer auprès d'elle. Donc là, j'ai obtenu, donc je suis sur des résultats, ceux-ci qui sont généraux. Donc il y a 9 monnaies locales dans mon étude, il n'y a pas uniquement le Eusko. Le Eusko en fait partie. Et je trouve une hausse du chiffre d'affaires de plus 9% pour les micro-entreprises et plus 13% pour les PME. Donc c'est une hausse qui est quand même relativement importante et intéressante. Donc en gros, très rapidement, sur l'étude technique, j'ai regardé les entreprises qui étaient membres de l'Eusko, j'ai eu accès à des données fiscales de l'ensemble des entreprises françaises, et j'ai un groupe de contrôle qui leur ressemble beaucoup, mais qui ne sont pas dans les monnaies locales. Et du coup, je compare la variation après l'entrée dans une monnaie locale pour les entreprises qui sont dans des monnaies locales et le groupe de contrôle. Et j'ai pas d'effet significatif par contre pour les grandes entreprises et les établissements intermédiaires, ce qui semble assez logique finalement, la monnaie locale, au vu des volumes de transactions et tout ça, que ça, finalement ça soutienne davantage des petites entreprises, alors qu'une grande entreprise avec des chiffres d'affaires au-dessus du milliard ne verra pas d'effet. Déjà il y en a très peu dans les échantillons quand même, c'est un petit peu des... J'ai regardé, après j'ai détaillé ces résultats par la taille de la monnaie locale, et je voulais vous les montrer quand même parce que du coup le Eusko a sa catégorie à part entière, hein, comme on le disait, est tellement différent des autres qu'il a une catégorie propre, donc les très grands. Et là j'ai un résultat qui est aussi un peu intéressant, c'est que le Eusko va augmenter le CA de 10% en moyenne. Comme les autres grandes monnaies locales qu'il y a dans l'étude, donc il y avait le Cairn, la Gonette, la Doom notamment, qui augmentent à peu près d'autant. Et par contre, ça va être des beaucoup plus petites monnaies locales, alors qu'ils sont encore de taille moyenne, mais en fait qui correspondent à des monnaies locales avec une centaine d'entreprises membres. Hein. Voilà. Mais c'est la taille moyenne, après on a encore des beaucoup plus petites. Et elles ont une augmentation de 15% en moyenne. Alors, je ne sais pas à quel point ce résultat est solide, il faut que je le consolide. Mais je trouve que c'est un effet qui est assez intéressant, et je pense qu'il vient se relier à ce qu'a dit Mathilde et Julien avant. C'est que finalement, l'implantation dans l'écosystème aide beaucoup le Eusko à se développer et lui permet en fait de tenir aussi dans la durée, hein, et d'être très solide. Par contre, probablement qu'il y a beaucoup de transactions en fait, qui se faisaient déjà avant. Et que du coup l'apport complémentaire de l'Eusko est peut-être un peu plus petit que pour des monnaies locales du coup qui vont avoir beaucoup de mal à s'implanter dans un territoire, parce qu'en fait finalement il y a très peu de liens sociaux sur ce territoire où voilà, il y a peu de liens économiques, donc ils ont plus de mal à s'implanter. Par contre pour la communauté qu'ils arrivent à créer, et ben là il y a un effet en fait très important de développement. C'est des hypothèses de recherche, hein, c'est pas encore du résultat hyper solide, mais c'est des interprétations et que je trouve intéressantes à amener. Donc en conclusion, hein, là je vous ai toujours parlé, c'est de la communauté monétaire, je ne vous parle pas d'un développement territorial général, parce qu'en plus je pense que le développement de la communauté monétaire, des gens qui utilisent la monnaie locale, peut se faire au détriment, comme on dit les contre aussi en fait. Quand on adhère, on dit les pourquoi on travaille ensemble, mais aussi, on dit aussi contre qui on travaille. Du coup, il y a un endroit où on construit une communauté d'acteurs qu'on va chercher à développer, et là ce qu'on voit c'est qu'on arrive à la développer dans une certaine mesure, on arrive à développer cette communauté-là d'acteurs, et ça peut transformer votre territoire à moyen terme par contre. C'est-à-dire que si jamais cette communauté d'acteurs avec ces valeurs-là se développe économiquement, résiste mieux au choc et prend de plus en plus de place dans l'économie du territoire, elle peut la modifier à moyen terme. Voilà, donc ça va soutenir la croissance. En fait, on parle d'une croissance du coup qui va être vraiment ciblée, notamment dans ces périodes de transition. C'est intéressant la croissance économique quand on la cible sur des acteurs qui vont être, en tout cas, peut-être positifs pour un changement plus général, quoi. Voilà, merci beaucoup. Mil esker Oriana. Non. Je m'en vais pas, non. Je me mets dans le coin. Orai tarte bat idekiko dugu galderentzat. Badugu horren laurden bat, gutxi gora bera. Orduan ez du da, galderak balin badituzue edo oharrak,
ene ondoan diren hiru ikerlariei. Mikro bat badugu normalki, Ibanek pasareziko du, beraz eskoa altxa eta mikroa hurbilduko zaizue Ibanek. Oui, bonjour. Écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu plus l'effet multiplicateur? Parce que j'avoue que c'est pas évident pour moi de comprendre que un Eusko dépensé entraîne 3 Eusko générés. Voilà. Du coup, en fait, c'est de se dire que quand tu dépenses 1 euro pour acheter une baguette de pain, un Eusko en l'occurrence, derrière, le boulanger il va l'utiliser en fait pour acheter de la farine, pour son électricité ou pour ses revenus personnels et derrière s'acheter à manger à lui aussi. Et du coup, en faisant ça, en fait, il donne aussi un Eusko de revenus à quelqu'un d'autre en fait. Et donc c'est cet effet-là qu'on regarde, c'est comment cette monnaie elle va circuler. Et en l'occurrence, le multiplicateur il n'est pas infini. Parce qu'il est local, donc il y a forcément un moment où ça s'arrête. À chaque fois, il y en a une petite partie qui va soit en thésaurisation, donc les gens le gardent en épargne, ils ne vont pas l'utiliser cette année-là, soit en dépenses en dehors de la communauté monétaire, donc en faisant du change, en rééchangeant, en reconvertissant. Donc à chaque fois, on en perd un petit peu à chaque échange. Chaque personne qui reçoit les revenus ne va pas tout redépenser. Et donc ça permet en fait qu'on regarde comme ça un petit peu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On dit on a réussi à créer 3 unités de valeur supplémentaires en la faisant circuler cette monnaie. Donc c'est ça le multiplicateur. Je ne sais pas si c'est plus clair. Par sa circulation. Donc c'est au moment où vous changez et que vous dépensez votre Eusko en fait, que vous le changez, que vous créez du coup un Eusko en échangeant des euros en Eusko et que vous le dépensez, ça va créer 3 unités de valeur voilà, pour la communauté. Bon, moi, c'est une remarque, donc je vais la faire en français, parce que sinon il faudrait que je la traduise. Mais c'est au niveau des mondes, c'est très intéressant, cette histoire de l'écosystème. Mais d'après moi, il manque un monde, en fait. Et d'ailleurs, je dirais même, c'est pas le 4e, c'est le premier. C'est celui de la langue basque et de la culture basque. Parce que tout simplement, au niveau chronologique, c'est le premier. C'est la première alternative. C'est-à-dire que face à l'impossibilité d'enseigner en basque à l'école, il y a des parents qui disent, puisqu'on ne peut pas enseigner le basque à l'école, on va le faire nous-mêmes, on va créer nous-mêmes les écoles. Donc il y a une première école qui se crée en 1969, donc c'est bien avant Erricoa, etc. Et ça essaime dans les années 70, et maintenant on arrive à plusieurs milliers d'élèves et des centaines d'enseignants. Donc c'est une grosse entreprise. Et lié à ça, aussi, il y a le mouvement culturel qui est profondément lié. Là, c'est un peu pareil, vu que toutes les subventions, elles vont vers la culture française. Il y a des gens qui commencent à dire, puisqu'on n'a pas de sous pour faire vivre notre culture, on va la faire vivre tout seul. Donc, on organise des grosses fêtes. Donc là, il y a Nafarroaren Eguna en 74, et Riurach, qui est lié aussi, et Hachiseta plus tard, etc. Et lié à ça aussi, les radios, c'est pareil. La radio, vu qu'il n'y a pas de radio en basque, les gens créent des radios. Donc c'est des entreprises qui se créent. C'est des entreprises en plus qui créent un réseau, qui créent le réseau, qui va ensuite être utilisé pour le développement de l'Eusko. C'est des entreprises qui utilisent l'Eusko. Donc et ces grosses fêtes, pour terminer, ces grosses fêtes, notamment Erriurach, qui a été jusqu'à quasiment 100 000 personnes à son apogée. À l'époque, il n'y avait pas l'Eusko. Mais bon, maintenant, il y a 50 000 personnes à Erriurach. C'est quand même des fêtes où on utilise énormément d'Eusko et où on le fait connaître. Donc moi, je pense que ce premier monde, moi je dirais que c'est la première alternative, c'est celle autour de la langue basque et de la culture basque. Voilà. Alors, c'est très juste. Évidemment. Mais alors, je vais vous retourner la question, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi ce monde-là, finalement, n'apparaît pas. Ce qui génère, en fait, des questions dessus. Alors, la première raison, c'est que je ne vois que ce que je regarde, en fait. C'est que ce que je cherche. Et en fait, ce que je cherche, en l'occurrence, c'est ce que je montre ici, c'est des liens institutionnels. Voilà.
et des liens institutionnels de structures qui participent à la création d'une autre ou qui participent à la gouvernance d'une autre. Est-ce que telle structure est adhérente d'une autre? Est-ce qu'elle fait partie de la gouvernance d'une autre, etc. Donc je ne regarde que ça, et quand je regarde ça, je ne vois pas, et cette remarque m'a été faite à de multiples reprises, et moi-même je me suis très rapidement fait la remarque, en lisant justement sur l'histoire de ces mouvements, et particulièrement ce que vous dites là, voilà. Et alors le seul endroit en fait où apparaît ce monde-là, eh bien, c'est par l'intermédiaire d'Euskal Moneta, qu'on voit ici en bas. Donc c'est le cercle rouge là qui est entouré. Et en dessous, vous voyez, bon, vous voyez pas, c'est une patate rose là qui est en dessous. Et ça, c'est le monde. Il y a Euskal Irratiak, il y a CHK et AEK. Voilà. Et en fait, donc ce monde dont vous parlez, il est à cet endroit-là. Mais si vous regardez sur toutes les structures là, de l'écosystème, c'est la seule connexion qui existe avec ce monde-là, elle est là et elle passe par Euskal Moneta. Et donc là, moi, je vous retourne la question, parce que c'est une question que je me pose, c'est pourquoi, et je l'ai posé très souvent, justement, ces acteurs culturels, ces acteurs de la langue, ne sont pas, en fait, institutionnellement en lien avec les autres. Parce que moi, c'est ça que j'observe. Donc du coup, je vous retourne la question, j'ai reçu déjà quelques réponses, mais institutionnellement, ce monde-là n'apparaît pas. Oui. Il n'y a pas de lien institutionnel. Alors, je peux vous donner une réponse qu'on m'a déjà donnée. On m'a dit, en fait, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, c'est le bain dans lequel est tout le monde. Donc, on m'a fait une fois cette réponse-là. On m'a dit, tout le monde baigne là-dedans, donc il n'y a pas besoin, en fait, de venir marquer des liens officiels, etc. Je ne sais pas si cette réponse est satisfaisante. En tout cas, voilà, c'est un constat que je fais, moi, à partir de ce que je regarde. Je ne regarde... Ces liens institutionnels sont peut-être pas ce qui est le plus important, par ailleurs, parce que c'est très formel, ce que je montre. C'est juste dans des statuts, dans des formes d'organisation, donc c'est quelque chose de très formel. Et il y a des choses beaucoup plus importantes qui se jouent des fois que dans ces liens formels. Donc voilà, ce que je regarde, effectivement, ça apparaît pas, et donc ça questionne sur pourquoi. Mais peut-être que des gens ont la réponse ici. Par rapport à votre questionnement concernant apparemment la non-intégration de nos institutions en Pays Basque, je pense qu'il y a une raison, c'est que pendant des années, les institutions, on les a créées, donc effectivement, CHK a été créé dans les années 69, on était des mendiants, on est toujours des mendiants. Notre société, elle est faite comme ça en Pays Basque. Herri Urrats a été créé en 83 sur la bonne volonté de certains locaux et de certaines structures qui ont voulu faire une démarche linguistique forte pour montrer à l'État français et à l'État espagnol qu'il y avait une langue et une langue qui voulait vivre et qui voulait prendre sa place. L'Institut culturel qui a ses armes à Ustaritz également relève de subventions et relève souvent de la mendicité. Alors, c'est vrai que l'EUSCO a un rôle très certainement important. Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous allez, d'une certaine façon, démarcher auprès de ces gens quand ils sont à la recherche de finances, puisque vous avez expliqué qu'une baguette a une unité de valeur, elle développe des valeurs. Ces valeurs, vous les répartissez où et vous les mettez où? Ensuite, je voudrais aborder le problème, puisque je suis espélétard. Nous avons un territoire avec des agriculteurs qui eux aussi se sont constitués pour la défense de leur agriculture. Et donc nous avons des mouvements associatifs très structurés, donc style ELB, donc pour ne pas les citer. Est-ce que vous avez des contacts avec toute cette population du monde du travail? Ils en ont parlé au début. Oui, tant pis, je n'étais pas là.
Orduan, bigarren galderari buruz lehenik, bai, Julienek pixka bat aipatu duen bezala, Euskal Moneta, Euskoa, astapenetik harremanetan da laborantza errikoia mugimenduarekin, eta bereziki Euskal Herriko Laborantza Ganbararen bidez. Astapenetik Euskal Herriko Laborantza Ganbara beste elkarte batzu bezala lotua izan zen proiektuari, eta Euskoa sortu zutenek joan ziren Laborantza Ganbararen gana proiektuaren aurkezteko. Euskal Monetak parte hartzen du Laborantza Ganbararen biltzar orokorrean. Laborantza Ganbarak beste aldetik parte hartzen du Euskoan deitzen dugun oinarrizko baloreen kolegioetan, eta parte hartzen du ere onespen batzordean, egan nahi baita, Euskoan sartzen diren enpresen eta elkartean onartzeko biltzen den, hilabetero biltzen den batzordean. Eta beste lan harreman batzu bat ditugu ere, bereziki egitura horren bidez, baina beste laborantza munduko beste egitura batzu ere kide dira Euskal Monetan. Eta lehen galdera egiagan ez dut untso lehtu, Orianek esplikatu duen efektu bidartekari hortan edo, efe multiplikator, nola da eskoraz. Ez dugu guk hautatzen Euskoan diren enpresek nola, gero eta norekin erabiliko duten Euskoa, eta aberastasun hori egan dezagun noren gana joanen den. Euskoak zerbait hautatzen bali badu da, nor sartzen den Euskoaren sarean eta nor parte hartzen alduen harreman horietan. Baina gero ze gertatzen den partaideen artean, partaide bakotsaren eskuda egan dezagun. Ez barin bada instituzionalki, eta bukatzeko ez barin bada instituzionalki ageri ere, Euskoak biztan dena baditu ere harreman hainitz hizkuntza eta kultura munduarekin, bereziki hori ageri da, sehaskaren bidez eta ikastolaren bidez. 100% da, kasu hortan, Euskoaren sistema den 100%, elkartean sustengatzeko sortu zena. Hori da, tresna nagusia, errandezagun, eragiten duena kultur eta hizkuntzaren munduan, eta diru laguntza bat ekartzen alduena elkarte batzuei, haien kideak aktibo direlarik Euskoaren erabilpenean, eta urtero emaitza bat sortzen dute horren bidez elkarte horientzat. Ez dakit denari erantzun dutanez, benen pixka bat elementu batzuen emaiteko. Je vous propose de prendre 2 dernières questions. Et si toutefois vous aviez d'autres questions à poser, sachez que Oriane, Julien et Mathilde passent la journée avec nous. Ils se feront un plaisir de discuter avec vous autour d'une bière et autres. Merci. Moi j'aurais une question sur le profil des adhérents à l'EUSCO, puisque les 10 ans permettent d'avoir une perspective en matière d'évolution. Et j'aurais souhaité savoir si des études spécifiques avaient été faites, et est-ce qu'on notait par exemple par rapport à l'âge, un vieillissement, un rajeunissement ou pas, parce qu'en termes de réseau, justement, ces éléments ne sont pas neutres. Merci. On va prendre la deuxième question tout de suite, comme ça, si ça se recroise ou quoi, vous synthétiserez. Mileshker, ma question porte sur les leviers stratégiques de développement de l'EUSCO. Est-ce qu'au cours de vos recherches, vous avez identifié... on a vu que dans l'histoire, c'était déjà le passage au numérique qui avait permis de passer un levier. Et est-ce que ça se passera plutôt du côté de la communauté qu'il faut renforcer ou qu'il faut élargir, ou est-ce que ça passe plutôt par le circuit économique, comme on a vu que les commerçants avaient du mal derrière à dépenser et à trouver une manière de créer des boucles entières de circulation. Voilà. Mileshker.
Pour la première question, on va peut-être vous décevoir un peu, mais on va voir si on peut dire un mot à deux. Il y a un étudiant qui a fait une enquête il y a quelques années. J'ai juste en tête, j'ai pas les chiffres, mais j'ai juste en tête que sur la structuration par âge, il trouvait une population relativement jeune, c'est-à-dire une surreprésentation, je crois, de la tranche d'âge 30-44. Et une sous-représentation par rapport à la population du territoire de la population, je parle de mémoire, hein, mais plus de 75, il me semble. C'est à vérifier, il y a un travail de mémoire là-dessus, on peut, si je le retrouve, c'est quelque chose qu'on peut communiquer, je pense. En tout cas, Euskaltel a les données par âge là-dessus. Sur l'évolution, franchement, je saurais pas dire. Il nous manque des données là-dessus parce que Euskaltel, et c'est plutôt louable, collecte pas une multitude de données personnelles sur ses adhérents. Mais on a fait un questionnaire récemment avec Julien, que certains d'entre vous ont peut-être vu passer à l'automne, qui a recueilli plus de 600 réponses, dont plus de 300 personnes de mémoire qui utilisent l'EUSCO. Donc dans quelques mois, on aura des données un peu plus solides là-dessus, puisque là, on s'est permis de poser de nombreuses questions aux gens, y compris sur leur niveau de diplôme, leur catégorie socio-professionnelle, etc. Donc on devrait avoir des données là-dessus d'ici quelques mois. Oui, non, en fait, on n'a pas eu le temps, en fait, pour vous dire la vérité, de traiter encore ces données. Mais on a une très belle base de données, du coup, avec toutes ces informations-là, voilà, il nous tarde de l'ouvrir et de la faire parler. Mais pour le moment, on n'y est pas. Vas-y. Oui, si, un mot, je crois, pour avoir jeté un coup d'œil, quand même, on a parmi les adhérents qui ont répondu au questionnaire, en tout cas, on a quand même une surreprésentation de gens très diplômés. Je crois. C'est quelque chose de très commun dans toutes les enquêtes qui ont été faites partout sur les monnaies locales. Donc, c'est pas plus grave, entre guillemets, dans l'EUSCO qu'ailleurs, même au contraire. Mais non, on trouve toujours un pourcentage assez excessif de personnes qui ont un bac plus 5. Mais c'est... Voire plus 8 même. Il y a un biais aussi sur les gens qui répondent aux enquêtes, en plus qui s'ajoute à ça. Donc, enfin, c'est toujours un peu compliqué d'ailleurs. C'est que les gens qui répondent aux enquêtes sont souvent des gens très diplômés qui ont, disons, une certaine aisance avec ce type d'outils. Et voilà. Et oui, moi sur la question de la réflexion stratégique, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas tellement notre rôle à nous que de venir produire de la réflexion stratégique, au sens où on n'est pas, voilà, c'est pas nous qui définissons la stratégie de Euskaltel, donc on produit des résultats de recherche. Ensuite, c'est à Euskaltel à s'en saisir et voir à partir de ça quelles réflexions stratégiques ils peuvent produire. Mais moi, je ne me sens pas, en tout cas, de responsabilité là, et ni la légitimité, d'ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi je ferai des propositions stratégiques, sachant qu'une stratégie, c'est aussi un projet politique. Ça engage plein de choses, et en tant que chercheur, on n'est pas, en tout cas, moi, je ne me considère pas légitime pour ça. Donc c'est pour ça que je vais passer la parole à Shebash, qui va vous répondre sur la question des stratégiques. Pena pixka batekin agian, baina ez dute erantzuna gaur emanen, zenta serioskiago egiteko, gogoeta estrategiko hori egiten ari gira, eta ondoko urteetako estrategiaren lantzen ari gira, espero dugu ekainean izanen den biltzar nagusiko bukatu haukonen dugula gogoeta hori, eta orduan partekatzen alko dugula kideekin. Eta biztan dena, gaur aurkeztua izan diren lanek ere elikatzen dute gogoeta hori, baina momentukotz oraindik lantzen ari den gauza banda. Uste dut tenorea dugula, eskertuko ditut 3 ikerlariak, Julien, Mathilde eta Oriane, mil esker hainitz gure gomitari erantzunik eta zuen lanaren emaitza partekaturik gurekin. Oraintxe segidan pausatxo bat izanen da eta 10 minuta, 15 minuten buruan eguerdi laurden gotitan hasiko da bigarren hitzaldia, deitzen dena Amazon vs Commerce de Proximité. Horren bata arte iranen du eta gero horren batean barnean bilduko gira eta ekitalditxo bat eginen dugu Euskoaren 10 urtean ospatzeko, orduan gomitatzen zaituztet interesa barin baduzue eta interesgarri izanen baita bigarren mintzaldiaren egoitera behar airea hartuta 5 minutu. Eta ondotik denak merkatu barnera joaitea,
ekitalditxo horrentzat, apeitifa batetaz segitua izanen dena, eskoaren 10 urtean ospatzeko denek elgarrikin gure basoa altxatuz urte betetze hortarako. Mil esker deneri eta gero arte.